Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Merci beaucoup de nous suivre. Je retrouve, vous savez, dans ces entretiens, des personnes que j'admire, que j'estime, dont je pense que le travail mérite d'être plus largement montré, et j'essaie d'y contribuer à ma petite mesure. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui est à la fois historien, écrivain, et qui n'est pas à son coup d'essai sur le sujet. Bonjour Marion Sigaud, vous allez bien? Bonjour Louis Fouché, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je vous ai demandé de venir parce que vous publiez avec votre propre maison d'édition en auto-édition finalement un livre qui s'appelle Sexologie et mensonges. Et moi, je viens de la médecine où maintenant la sexologie est enseignée, où au fond c'est une discipline comme une autre, on pourrait dire, et où de nombreux gynécologues obstétriciens finalement se spécialisent, ou des généralistes se spécialisent dans cette sous-spécialité pour pouvoir accompagner les patients au mieux dans leur vie sexuelle. Vous venez jeter un peu un pavé dans la mare sur cette Oui, discipline. oui, un peu, oui, un peu, oui, oui, oui. Alors, c'est-à-dire que le sous-titre de ce livre, c'est Le combat de Judith Reisman. C'est-à-dire que c'est par Judith Reisman qu'on a pu remonter à la source de ce qui est devenu la sexologie, parce que la sexologie, je pense que ça fait plus de 100 ans qu'il y a des gens qui utilisent le mot, et si ce n'est le mot, au moins la chose, mais le développement de la sexologie, c'est quelque chose qui est arrivé en même temps que ce qu'on appelle la révolution sexuelle. La révolution sexuelle, c'est Alfred Kinsey, le rapport de 1948 suivi du rapport de 1953. Le café Judith Reisman dans cette histoire. Judith Reisman, c'est une américaine qui faisait des chansons pour les enfants pour la télévision, donc qui n'avait absolument rien à voir avec le sujet. Mais dans la grande fille, l'aînée de ses 4 filles, a été violée à l'âge de 11 ans. Et elle a découvert avec horreur que quand elle racontait avec indignation ce qui était arrivé à sa fille, on lui disait, mais tu sais, elle l'a peut-être cherché. Et elle était tellement indignée, offusquée d'entendre ça qu'elle a enquêté et elle s'est rendue compte qu'il y avait effectivement une espèce d'idée nouvelle qui circulait dans l'Amérique de ces années-là, c'est-à-dire fin des années 70, qui consistait à dire mais les enfants, ils ont droit aussi à leur sexualité, les enfants, ils sont capables également d'orgasme, ils sont capables également de jouir. Ça l'a tellement horrifiée, elle comprenait pas, elle comprenait bien qu'elle avait affaire à quelque chose de mensonger et d'épouvantable, mais elle a véritablement enquêté pour savoir ce qu'il y avait derrière, et ce qu'il y avait derrière, c'était Kinsey. Donc, à partir du moment où elle a commencé à étudier la chose, elle a compris qu'elle s'attaquait à quelque chose de monstrueux, quelque chose d'énorme. Elle a abandonné, elle a quitté son travail, qui lui rapportait beaucoup d'argent. Vous savez, elle avait la vie idéale, elle avait un mari qu'elle adorait, elle avait 4 enfants magnifiques, elle travaillait à la maison, elle pouvait tout concilier. Elle avait un travail très gratifiant. Elle travaillait pour la télévision, ce qui rapporte suffisamment pour pouvoir tout mener de front. Elle était heureuse, heureuse, heureuse. Et puis brusquement, le malheur s'est abattu sur elle. Elle a laissé tomber son métier. Elle est retournée sur les bancs de l'université et elle a passé un doctorat en communication. Pourquoi communication? Parce qu'elle s'est rendue compte que l'idéologie de Kinsey qu'on lui a fait découvrir, elle passait par la presse du sexe. Donc, elle est partie étudier ça. Elle a décroché un doctorat. Voilà, et ensuite, c'est toute son histoire que je raconte dans Sexologie et mensonge. Alors, elle-même s'est beaucoup racontée. Hein. Judith Reisman, elle a écrit énormément de choses, mais elle a publié essentiellement 2 ouvrages, essentiellement 2 gros ouvrages, parce qu'elle a publié énormément de choses, mais essentiellement 2 gros ouvrages qui ont trouvé leur public en français. C'est-à-dire que j'ai pris contact avec elle, je l'ai fait venir en France, enfin je l'ai retrouvée, j'ai pris contact, je l'ai retrouvée, j'ai fait sa connaissance physiquement, je vais dire en Croatie. Ensuite, je l'ai fait venir en France où elle a été traduite. Alors, sensibilisé un monsieur qui était traducteur professionnel qui m'a dit, suite à mon appel, aidez-moi à traduire Judith Reisman, s'est proposé de la traduire gratuitement. Un professionnel, c'est un bouquin énorme, un gros pavé. Il l'a publié, il l'a traduit gratuitement, et c'est Contre-Culture qui l'a sorti avec une préface de Moncru. Enfin bon, je l'ai vraiment promu, je l'ai fait venir. Et au même moment, les éditions de Saint-Rémy ont publié son 2e ouvrage essentiel, la subversion sexuelle, comment un savant fou a transformé l'Amérique. Donc on peut dire que depuis que je suis passée par là, si vous voulez, les 2 principaux ouvrages de Judith Reisman sont disponibles en français. Or, ce sont des gros pavés, ce sont des gros bouquins absolument remarquables. Je veux dire, c'est
truffée de notes de bas de page, de références. Je veux dire, on peut jamais la prendre en défaut, Judith Reisman. Mais voilà, 2 énormes bouquins. Est-ce qu'on peut en faire un petit? C'est un ami à moi qui m'a dit, Marion, tu sais écrire, vas-y, essaye de. Mais Judith, à la portée du grand public, c'est-à-dire essaye de faire une synthèse de ce qu'elle a fait et puis de croiser ça avec ce qui se passe en France, parce que la révolution sexuelle, moi j'avais 18 ans en 68. Hein. J'avais 18 ans en 68. La révolution sexuelle, je l'ai prise en pleine figure. Et je peux vous dire qu'il y a un avant et un après. Il y avait un avant où on avait des valeurs, où on avait les pieds sur terre, et puis il y a un après où on devient dingue. Moi, j'ai viré moitié dingue pendant les années qui ont suivi. Et puis je suis pas la seule. Il y a eu pas mal de suicides autour de moi. Moi, je me suis pas suicidée parce que je suis pas le genre, mais il y a eu pas mal de suicides autour de moi. Ça a été vraiment un renversement des valeurs. Quand les valeurs sont renversées, on s'appuie sur quoi? Sur son senti, je le sens comme ça, je le sens comme ça. C'est une folie. Le renversement des valeurs, ça rend fou. En plus de ça, moi, j'avais des gros problèmes familiaux. J'avais un père qui était vraiment, alors je peux pas dire pas commode, c'est un euphémisme. Hein. Il était complètement paranoïaque et il m'a horriblement traité, en particulier dans cette période-là. Donc ma jeunesse a été quelque chose de terrible, vraiment de terrible. Et je peux dire que la révolution sexuelle, je l'ai prise dans la figure et que je peux maintenant en parler. Je ne me gêne pas, je ne me prive pas de raconter comment j'ai vécu ça dans ce livre. C'est-à-dire que je raconte à la fois le combat de Judith Reisman, ce qu'a été la sexologie en France et comment moi je l'ai vécu. Hein, j'entrecrois. C'est un peu un livre c'est un livre à la première personne. Même quand je parle de Judith, je la situe dans le contexte que j'ai bien connu. Donc c'est un petit livre, il n'est pas gros, il fait 218 pages. Références comprises. Et voilà, c'est le combat de Judith, c'est l'invention de cette science, de cette pseudo-science, parce que pour moi, la sexologie, c'est pas une science. Je veux bien voir, la médecine est une science, la biologie, c'est une science, la sexologie, c'est pas une science, c'est une idéologie, c'est un mouvement comportemental qui veut changer les mentalités et qui prétend voir de la science qui prétend voir de la science là où il n'y en a pas. Et l'imposture qu'a dénoncé Judith Reisman, alors je vais la résumer parce que je l'ai souvent fait, mais je pense que c'est le moment de le redire, qu'a découvert Judith Reisman dans les rapports Kinsey. Elle a découvert que ce dont s'est servi Alfred Kinsey pour assurer que les enfants sont sexuels dès la naissance, il faut retenir ça, sexuels dès la naissance, c'est-à-dire capables de désir et de réaction sexuelle orgastique dès la naissance, c'est ça son truc. Il l'a fait à partir d'expériences qui ont consisté à, préparez-vous à masturber, maltraiter et torturer des centaines d'enfants dont les convulsions, les évanouissements, les tentatives de fuite et les hurlements étaient consignés comme autant d'orgasmes. Les fauteurs de ces atrocités étaient des pédophiles, c'est-à-dire que la pseudo-science dont tout le monde se sert aujourd'hui, puisque la référence à tous les programmes de sexualisation des enfants à l'école, parce que l'éducation à la sexualité à l'école, c'est un programme de sexualisation des enfants à l'école, tous ces programmes sont issus des recherches, des pseudo-recherches de Kinsey, qui sont des entreprises criminelles sur des enfants captifs. Le livre qui va sortir, le livre de Judith Reisman, qui va sortir prochainement, qui est le dernier opus qu'elle m'a envoyé pour traduction et dont je viens d'obtenir les droits de traduction et de publication en France, son dernier opus remonte à la source de ces atrocités, c'est-à-dire d'où venaient ces enfants, comment ils ont été recrutés, etc. Ça, c'est le livre qui vient. Le livre qui est déjà sorti, dont je vous parle, c'est-à-dire Sexologie et mensonges, c'est vraiment Judith raconte comment elle a découvert, je raconte comment Judith a découvert ces atrocités, ce qu'elle en a fait et la bronca qu'elle a déclenchée contre elle. C'est inimaginable, c'est inimaginable. Le ministère de la Justice lui a offert un pont d'or pour travailler avec elle, des gens de l'intérieur du ministère de la Justice l'ont fait éjecter. Elle a une université qui était d'accord pour la faire travailler au dernier moment, ils lui ont piqué ses disquettes, ils lui ont volé son travail. C'est inimaginable ce que Judith Reisman a pu traverser et elle est restée droite comme un nid, elle n'a jamais renoncé à dire la vérité. Elle avait ses enfants qui étaient... Alors, sa grande fille, malheureusement, n'a pas dépassé 25 ans, celle qui avait été violée. Alors, je n'ai pas de détails, et puis je n'ai pas pu lui en parler non plus parce que c'est des souvenirs trop douloureux, mais je sais que cette grande fille n'a pas fait d'enfant.
je pense que je crois qu'elle s'est mariée ou qu'elle était à un moment donné en couple, et puis elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Je pense qu'un traumatisme comme celui qu'elle a vécu est certainement quelque chose à y voir. Mais Judith a des enfants qui sont partis vivre en Israël, elle a des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Donc elle a toute une lignée derrière elle. Mais elle a fait don de toutes ses archives et de tous ses travaux à l'Université Liberty, dont je me suis servi des archives pour écrire cette histoire. Alors, je me suis servi également de mon souvenir, hein, puisque Judith et moi, on a vraiment des souvenirs ensemble. Donc, je raconte à la fois sa découverte de l'imposture, son combat, l'invraisemblable violence de la charge qu'elle a prise. Elle a eu contre elle toute la presse. Elle a eu contre elle tout le lobby LGBT d'Amérique et d'ailleurs. Hein. C'est vraiment. Essayez de chercher Judith Reisman sur un site LGBT, vous allez voir comment ils en parlent. Ils ont une haine, ils ont de la barbe dans la bouche. C'est incroyable quand ils parlent d'elle. Elle a eu contre elle l'université, elle a eu contre elle la police, enfin les corrompus de l'université, les corrompus de la police, les corrompus du ministère de la Justice et les corrompus du Congrès. Et alors, ce qui est extraordinaire avec cette femme, c'est que elle a tellement tenu bon que elle a réussi à mobiliser les gens bien de l'université, les gens bien du ministère de la Justice, etc. Ils se sont agrégés autour d'elle. Et elle a gagné. C'est-à-dire qu'elle a gagné, elle a pas réussi à obtenir ce que j'espère que nous obtiendrons, parce que c'est le combat maintenant, c'est-à-dire une commission d'enquête sur l'Institut Kinsey. Elle n'a pas réussi à l'obtenir, mais elle a quand même réussi à mobiliser les gens bien dans toutes ces instances. Et l'instance la plus gravement atteinte, c'est l'université. Ce qu'elle raconte. Alors moi, je regarde l'université française. Judith Reisman, elle a fait un clash en 1981 à un congrès de sexologie à Jérusalem où étaient présents tous les sexologues de l'époque, y compris tous les sexologues, les grands sexologues français. Je suis pas allée voir comment ça se passait en Allemagne ou ailleurs, mais les sexologues français étaient présents à Jérusalem quand elle a fait une sortie tonitruante où elle a expliqué votre référence à tout, il a violé, il a sodomisé, il a torturé des petits enfants et c'était un pervers. Elle s'attendait à un tonnerre d'applaudissements, on l'a chassé, donc tous ces sexologues étaient présents à Jérusalem, ils n'ont jamais mentionné son travail, il n'y a pas une université qui a repris ses travaux et pas une maison d'édition qui l'a traduite et qui l'a publié. Donc, il a fallu que Marion Sigaud arrive. Je me demande un peu ce que je suis là-dedans. Moi, je suis un Pékin ordinaire. Hein, je suis absolument pas dans ces instances. Et j'ai réussi à la faire traduire. Donc, ça veut dire que s'ils n'ont pas traduite, c'est certainement pas qu'ils n'en ont pas entendu parler, parce qu'il faut pas rigoler. C'est simplement qu'ils ont contribué à l'invisibiliser, à la censurer et à faire en sorte qu'on ne le sache pas. Or, ça fait quand même maintenant une dizaine d'années que je m'évertue de promouvoir son travail. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont compris. Moi, je vois bien le nom de Judith Reisman maintenant circule sur la toile. Mon travail n'a pas été utile. Et puis, pas mal de gens se l'approprient et réussissent à la relayer. Mais il fallait que ça passe par l'édition. Et l'édition, je suis désolée, mais avant Contre-Culture, personne. Il y a eu une édition au début des années 2000. Il y a un petit livre qui a été fait sur elle, mais pas d'elle. Elle a jamais été traduite. Jusqu'à ce que j'arrive. Bon, voilà. C'est comme ça. Mais moi, c'est mon étoile à moi. C'est à la fois la biographie de Judith Reisman, quelque part, en tout cas, la partie issue de son travail, qu'est-ce qui l'a motivée, comment elle s'est heurtée à l'institution. Et puis, c'est aussi votre rencontre avec elle, votre compréhension, au fond, de qu'est-ce qui s'était passé pendant ce mai 68 et cette révolution sexuelle des années 70, inspirée, au fond, de tous ces travaux après-guerre, juste immédiatement après-guerre de Kinsey, et l'émergence dans les classes dominantes, au fond, d'une sexualité complètement dévoyée, qui finalement a une sorte de généalogie criminelle. Et cette généalogie criminelle, vous montrez ensuite qu'elle ne date pas de Kinsey. Kinsey est le moment de l'institutionnalisation généralisée qui va servir à faire les standards maintenant de l'OMS sur l'éducation sexuelle. Absolument. Mais au fond, dans un chapitre, vous montrez que ça date pas d'hier, et notamment avec Gilles de Rais, vous prenez cet exemple, c'est ça? Voilà. Alors, ce que je montre en 1992, donc ça faisait 10 ans que Judith Reisman avait mis les pieds dans le plat et avait dénoncé en présence de tout le Gotha sexologique mondial, ça faisait 10 ans qu'elle avait dénoncé l'imposture. En 1992, un carteron d'intellectuels français
dans lesquels on retrouve toute la franc-maçonnerie. Bon, c'est clair et net. Je donne les noms dans le livre et on connaît leur affiliation. Je veux dire, c'est pas un scoop. Un carteron d'intellectuels français a décidé de réhabiliter Gilles de Rais. Alors, qui était Gilles de Rais? Gilles de Rais, c'est un monsieur qui a vécu au XVe siècle, qui avait été sur ses 20 ans compagnon de Jeanne d'Arc. Il a contribué, c'était un grand militaire, il était jeune, beau et vaillant. Il a contribué à libérer Orléans, il a été compagnon de Jeanne d'Arc, il était présent, c'est lui qui a porté la Sainte-Ampoule au moment du sacre de Charles VII, qui l'a fait maréchal de France à 25 ans, donc c'était un héros de la guerre. Et quand il est revenu à la vie civile, quand il est rentré dans ses domaines, il s'est comporté comme un monstre. Et Gilles de Rais, il y a des quantités de documents, il y a des procès, il y a des minutes du procès. Je ne suis pas allé aux archives originales, mais j'ai consulté une thèse c'est fait à partir des archives, j'ai consulté une thèse et énormément de travaux sur Gilles de Rais. Il est absolument avéré que ce monsieur s'est rendu coupable du meurtre, mais c'est meurtre pédocriminel, c'est-à-dire que c'est meurtre sexuel, c'est pas simplement tuer, c'est tuer pour jouir, tuer pour faire souffrir pour jouir, de plus de 200 petits garçons, 200 enfants dans ces domaines de Rais. Alors le pays de Rais, c'est le sud de la Bretagne, hein, c'est le nord de la Vendée, le sud de la Bretagne. Et ces crimes ont duré 8 ans. 8 ans. Et alors l'histoire est très complexe. Hein, comment est-ce qu'on a réussi à le confondre c'est pas difficile. Les enfants disparaissaient sur son terroir. En dehors de son terroir, il ne se passait rien. Sur son terroir, c'était un monsieur assez riche, assez puissant. Il avait un grand domaine, le pays de Rais. Et sur ce domaine, les enfants disparaissaient. Alors au début, c'était discret, et puis de plus en plus, il avait des rabatteurs qui avec insistance, allaient voir des parents en leur disant « mais votre fils, on a besoin d'un page, etc. » Les parents résistaient, quelquefois ils ne résistaient pas, et on ne revoyait jamais ses enfants. Et, enfin, c'est un grand criminel. Et voilà qu'en 1992, vous avez un carton intellectuel qui dit « Gilles de Rais était innocent, il a été tué parce que c'était l'Église. » Alors, l'anticléricalisme, écoutez, il y a un truc qui rend pas intelligent, c'est de bouffer du curé. Franchement, les arguments complètement crétins. Il a été tué par l'Inquisition. Non, il n'a pas été tué par l'Inquisition. Ils disent même dans tous leurs arguments que c'était parce qu'il était homosexuel. Attendez, il était homosexuel ou pédophile? C'est pareil, c'est pas pareil. Moi, j'ai toujours prétendu que c'était pas la même chose. Dans leurs arguments, ils disent c'est parce qu'il était homosexuel. Non, il était homosexuel peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il était pédocriminel. Et tout est dans les dossiers pour montrer qu'il n'a jamais été torturé. Alors, la caractéristique de la mort de Gilles de Rais, c'est quoi? C'est que quand il a cessé de nier ses crimes, il a tout avoué et au-delà, sans jamais avoir été torturé, ni lui ni ses complices. Il a tout avoué, il a demandé pardon, il a fondu en larmes, il a demandé pardon aux parents et il a demandé à ce que son corps ne soit pas brûlé mais qu'il soit enterré, c'est-à-dire qu'il a été condamné à être pendu et étranglé, comme on dit, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et son cadavre devait être brûlé et il a supplié qu'il ne le soit pas parce qu'il avait conservé des sentiments très chrétiens, c'est comme ça. Voilà, il faisait le mal en sachant qu'il faisait le mal, ce qui est quand même particulièrement gratiné. Hein. Si au moins on avait pu dire qu'il n'avait pas de notion de bien et du mal, il l'avait parfaitement. Et les parents des enfants qu'il avait massacrés et le public la terreur s'était abattue sur le pays de Rais. Donc les gens qui sont venus l'ont accompagné sur le lieu de son supplice en chantant des cantiques. C'est-à-dire qu'ils l'ont accompagné dans la mort en lui pardonnant. C'est un truc. Alors, tous ces francs-maçons qui ont organisé la réhabilitation de Gilles de Rais disent, vous voyez bien qu'il était innocent et que les gens le savaient puisqu'il l'a accompagné à la mort. Ben non, il l'a accompagné à la mort parce qu'il a demandé pardon et que dans une société chrétienne, le pardon, la rédemption, c'est pas un vain mot, c'est quelque chose de réel, d'authentique. Donc, vous rendez-vous compte, 1992, 10 ans après la sortie de Judith Reisman, vous avez ces gens qui réhabilitent le pédocriminel horrible. Si vous saviez, on a les détails de ce qu'il faisait subir à ces pauvres enfants. Plus la mort était lente, il fallait que la mort soit la plus lente possible. Il fallait que ces pauvres gosses souffrent le plus longtemps possible. C'était véritablement un monstre. Et ils disent, mais non, mais pas du tout. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait
dans les arguments qui ont été développés, alors ils ont demandé la réhabilitation historique. Ils ont fait un tribunal, ils ont rassemblé un tribunal arbitral, c'est-à-dire un faux tribunal, mais qui va fonctionner comme un vrai. Ils ont développé tous leurs arguments. Alors c'est sorti, il y a eu un livre qui a été publié. Ils ont fait ça au Sénat. Ils ont pris les locaux du Sénat pour organiser leur réhabilitation sans déplacer le moindre historien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont entre eux, ont décidé que ci, que là. Et ensuite, ils ont demandé à François Mitterrand d'élever une statue équestre devant son château. Mais vous imaginez le truc? Eh bien, vous savez qui y avait à la tête de ça? Sexologues. Les sexologues. Il y avait Pierre Simon, le Kinsey français. Et dans les arguments qu'ils ont développés pour la réhabilitation de Gilles de Rais, ils ont dit, d'après le professeur Kinsey, on sait que. C'est-à-dire qu'ils se sont servis de Kinsey et de la science sexologique pour réhabiliter ce type. Alors, écoutez, il fallait que je mette ça dans le bouquin. Je l'ai mis. Ça traduit une sorte de corruption à la fois intellectuelle, mais on peut se poser la question au-delà même de toutes ces élites qui nous gouvernent. Et vous racontez dans le livre que je crois que c'est le professeur Torgman professe en 68 au fond autour de la sexologie, et qu'il s'agit un peu comme Nietzsche, d'être par-delà le bien et le mal. C'est exactement ça. Le sexe n'a rien à voir avec le bien et le mal. Laissez tomber l'idéologie. Le sexe, c'est de la science. La science, elle dit quoi? Faut jouir. Attendez, dans la mesure où il faut, c'est déjà plus de la science. D'accord? En plus de ça, de quel droit ces gens viennent-ils nous dire qu'on a un sexe pour jouir? Non, on a un sexe pour se reproduire. Qu'on jouisse avec, c'est une donnée absolue qui fait que de toute façon, s'il n'y avait pas de plaisir, on ne se reproduirait pas. Hein, bon. Mais le plaisir qu'on trouve dans le sexe, c'est quand même ce que le bon Dieu a fait de mieux pour faire en sorte qu'on se reproduise. C'est comme le plaisir de la nourriture. Si manger c'était dégueulasse, on ne mangerait pas, on mourrait. Bon, donc le plaisir intense qu'on éprouve à manger et le plaisir intense qu'on éprouve à faire l'amour, c'est ce qui perpétue la vie. Ces gens-là ont prétendu avoir une approche scientifique qui dit pas du tout, ça n'a aucun rapport. La sexualité, c'est pour jouir. Non, la sexualité, c'est pas pour jouir. C'est pas pour jouir. C'est une approche qui objective l'autre, qui en fait un moyen de sa propre jouissance. Et j'ai mon ami Vincent Pavant qui a écrit un livre qui s'appelle Tout foutre en l'air sur la philosophie de Sade et du boudoir comme ayant complètement colonisé les imaginaires et de nos intellectuels et de l'élite dominante. Absolument. Alors ça, tous ces gens-là se réfèrent à ça. Alors moi, j'ai lu pas mal de trucs sur ça. Comment peut-on, ne serait-ce que lire ce type? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça, c'est immonde. C'est immonde. En plus de ça, j'ai bien étudié. Il y a un historien vraiment de grande qualité qui s'appelait Maurice Levert. Il a écrit un Marquis de Sade. Je recommande de lire ça. Vraiment, pour savoir qui était ce personnage. Comment peut-on admirer ce type? Mais quelle horreur. Quelle horreur. Donc c'est vrai, c'est un livre, ce livre aurait pu s'appeler La corruption des élites ou La trahison des élites, mais c'est simplement le titre d'un chapitre. Parce que sexologie et mensonge, toute la pseudo-science sexologique est fondée sur des mensonges. Alors, je tiens à dire quand même que j'ai croisé au milieu de toutes mes recherches des sexologues qui me semblent sains d'esprit, bienveillants et échappés à cette horreur. J'en ai trouvé, mais quelques-uns. Quelques-uns. Non, mais c'est vrai. Non, mais honnêtement, je me dois de le reconnaître. J'ai dit, tiens, ça c'est pas mal. C'est-à-dire, j'ai croisé un ou deux sexologues, bon, je ne vous donne pas les noms maintenant, mais peu importe, y compris des Français, dont l'approche est bienveillante et pas du tout normative. L'approche, c'est répondre à une authentique préoccupation pour le bien-être. Alors que la sexologie telle que je l'ai croisée, c'est tout détruire. C'est détruire la morale, Alors, le fameux docteur Torgman, il a été le pape de la sexologie française. Il a été le président de l'Institut de sexologie. Il a même été à la tête de l'Institut mondial de la sexologie, le WAS, le World Machin Chouette of Sexology. Enfin, il est tombé pour viol aggravé quand même. Hein? Et le docteur Torgman, en 1969, moi, Marion Sigaud, je l'avais dénoncé parce qu'il était venu donner des cours d'éducation sexuelle à l'école. Moi, j'avais des tels problèmes avec mes parents, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'étais
dans un état de détresse absolue. Il disait, si vous avez des problèmes, venez nous voir. Moi, les problèmes que j'avais, c'est qu'on nous expliquait qu'il fallait coucher que si, que mi, et puis complexe d'Oedipe et tout. J'avais un père qui me poursuivait avec un fouet, et je voulais savoir si le complexe d'Oedipe, ça pourrait pas être également le contraire. Parce que moi, quand on m'expliquait que j'avais des problèmes avec mon père parce que je le désirais, je savais bien que c'était pas vrai, et il me semblait quand même que c'était plutôt l'inverse. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que ce monsieur qui est là, puis qui dit, venez me voir si vous avez des problèmes, bah, il m'a sauté dessus. Il m'a sauté dessus. Il m'a sauté dessus. Et une petite enquête m'a fait comprendre qu'il sautait sur toutes les malheureuses bécasses de mon acabit qui allaient le voir. C'est-à-dire que ce type, je l'ai dénoncé dès 1969 au planning familial, à la direction de l'école et à ma mère qui a raconté ça à tout le monde. Donc, il était dénoncé dès 1969 et il est tombé en 2009. D'accord? C'est-à-dire qu'il a fait toute sa carrière et il a violé, mais viol aggravé, des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes. Je crois qu'il y a eu que, non, je ne veux pas dire de chiffres, mais les femmes qui ont réussi à se constituer partie civile au moment de son procès sont une minorité par rapport à celles qu'il a abusées. C'était un monstre. C'était un type dégueulasse. C'était le pape de la sexologie française. Alors, sexologie et mensonge. Et alors, je me suis servi dans ce livre pour parler de la sexologie en France d'une référence. C'est 70 ans de sexologie française. C'est vraiment la référence. Il n'y a pas un mot ni sur les découvertes de Judith, ni sur le fait que le pape de la sexologie est tombé pour viol aggravé. Alors, il n'a pas été condamné parce qu'il est mort juste avant de se présenter au tribunal. En criant, c'est grand Dieu, que toutes ces femmes, c'est des cinglés. Ce sont des pauvresses qui confondent un geste médical avec une approche cochonne, la voyons. Nous, les femmes, on est un peu bêtes. Un vieux cochon qui vous monte dessus et un docteur bienveillant, on ne fait pas la différence. Voilà. C'est tout ce que je raconte. C'est tout ça que je raconte. On voit donc il y a cette partie sexologie, cette partie d'inversion de la morale, cette partie de mensonge sur la généalogie criminelle au fond de toute cette pseudo-science qui ne fait que servir de soutènement pseudo-scientifique à des inconduites et à de la criminalité au fond. Et à la destruction de l'enfance. Parce que les enfants qui sont confrontés au sexe comme on le fait maintenant, ils sont traumatisés à vie. Je ne dis pas qu'ils sont foutus, mais ils sont traumatisés à vie. Il va falloir réparer derrière. Oui, ils sont traumatisés à vie avec probablement un risque de reproduction mimétique de ce qu'ils ont vécu. Évidemment. Parce que nous sommes des êtres mimétiques, de René Girard aux neurosciences. Absolument. On passe son temps à revivre ce qu'on a subi et à vouloir l'extérioriser, à se débarrasser de ses propres monstres. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'on est plutôt dans une phase de prise de conscience généralisée de ces affaires-là, ou est-ce que et au fond on découvre quelque chose qui était déjà là, ou est-ce que la caste pédocriminelle mitterrandiste fin de règne est encore dominante? Ils sont encore dominants, mais pas pour longtemps. En plus de ça, non, je pense que les révélations, là, c'est 50 à la minute, là, en ce moment. Non, je pense que leurs jours sont comptés. Leurs jours sont comptés. Les révélations, là, j'ai encore, dès qu'on ouvre un document et c'est même pas la peine de taper pédocriminel, il y a qu'à suivre l'actualité. C'est révélation sur révélation. Je pense que le combat est potentiellement gagné, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour à avant. La caractéristique de ce combat pour la pédocriminalité, c'est qu'on parle d'une chose qui est niée. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de pédocriminalité, pas du tout, pas du tout. L'attentat de Damien en 1757, c'était un fou, le gars, il s'en est pris au roi parce qu'il était fou. Voilà, tu parles d'une explication. Moi, je suis allé chercher, on lui avait enlevé sa fille, et le roi couchait avec des petites filles. Bon, il y avait peut-être un rapport? Oui, il y avait un rapport. Oui, absolument, il y avait un rapport. Alors, j'ai fait l'enquête, le roi n'a pas couché avec la fille de Damien, mais on en reparlera un autre jour si vous voulez. Donc, vous avez un certain nombre d'événements historiques qu'on ne comprend pas si on ne sait pas qu'il n'y a pas derrière des réseaux pédocriminels. Les réseaux pédocriminels sous le règne de Louis XV, je les ai mis à jour. Hein. Je suis allé chercher à la source et c'est ce que je raconte dans sur mon les livre. Hospices, sur l'hôpital général. C'est mon voilà. J'ai mis à jour un authentique, gigantesque réseau de trafic d'enfants pédocriminels. Alors, peut-être que je me trompe, mais alors si on a envie de me démontrer que je me trompe, il y a du boulot, hein, parce que je donne toutes mes références et toutes mes sources. Et ça, c'était les juges. Les juges. Et les juges jansénistes. C'est-à-dire que les juges jansénistes étaient, en tant que juges, en tant que Parlement de Paris, opposés à l'absolutisme royal et en tant que jansénistes, opposés à l'autorité du pape.
Alors, les jansénistes, c'est des sortes de protestants qui n'ont pas rompu avec Rome. Donc, ils passent leur temps à dire que, bien sûr, qu'ils respectent le très Saint-Père, et que, etc., mais voilà, le pape, malheureusement, est mal informé et on va lui expliquer, quoi. Et il faisait pareil avec le roi. Le roi, bien sûr, ne peut pas se tromper, mais on le trompe. Majesté, on vous a trompé. Le roi n'était pas si bête, et il n'était pas si mal informé que ça. Et les opposants à la royauté, à l'autorité royale, c'est-à-dire les opposants, les querelles ecclésiastiques, c'est ce qui a secoué vraiment depuis Louis XIV jusqu'à Louis XVI, ça n'a pas arrêté. Les querelles ecclésiastiques et les querelles jansénistes cachent un gigantesque réseau pédocriminel. Les mêmes qui s'opposaient au roi, les mêmes qui s'opposaient au pape, violaient les petits-enfants par milliers. J'ai 2000 noms sur un seul établissement en éliminant au maximum tout ce qui était douteux. J'ai 2000 noms sur 10 ans, rien que sur la salpêtrière. Rien que sur la salpêtrière. La salpêtrière, c'était les petites filles. Or, sur l'hôpital général, alors d'abord, vous aviez un hôpital général dans toutes les villes. Il y a un hôpital général à Dijon, il y en avait un à Marseille, il y en avait à Dijon, je sais même où il est. À Auxerre, je sais où il est. Toutes les villes avaient un hôpital général. Donc la même chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez des notables vous avez une loi qui oblige à mettre les miséreux dans certaines conditions. On sépare les enfants des parents et ensuite les enfants ils disparaissent. Désolé, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis allé chercher à la source. Et c'est les juges. C'est les juges. Ah, ça vous rappelle rien? Hein, ça ressemble quand même un peu à ce qui se passe maintenant. Hein? Alors, je dis pas tous les juges. Oh là, j'ai pas dit ça. Pas du tout. Et je ne le pense pas. C'est pas que je veux me rétracter, je ne le pense pas. Il y a eu des juges remarquables au milieu. Mais c'était pas eux qui avaient le haut du pavé. C'est pas eux qui tenaient le haut du pavé. Alors Et là, ça paraît abyssal quand vous racontez tout ça c'est abyssal. Quand on commence à soulever le voile qui pudiquement était mis sur tout ça pour pas que le bon peuple le voie, il y a un sentiment d'effroi, il y a un sentiment d'horreur mais de soulagement en même temps, parce que le fait qu'on en parle maintenant, rendez-vous compte, on n'en a jamais parlé. C'est maintenant. C'est maintenant. Toute l'affaire de l'hôpital général qui a secoué le royaume, l'affaire de l'hôpital général, le scandale, je raconte tout ça dans la marche rouge, je vais pas le résumer, ça sert à rien, mais l'affaire de l'hôpital général a secoué le royaume, personne n'a jamais soupçonné qu'il y avait une affaire de meurtre dessous. Faut que j'arrive, faut que je débarque là-dedans en disant avec mon intuition. Moi j'ai un pif. Hein. Oula. Vous savez, je sais pas si je suis intelligente, mais je suis une femme, donc je suis intuitive. Intuition, vérification. Paf, j'avais raison. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis nulle en maths, mais je suis pas mal en. Je suis pas mauvaise en intuition. On peut retrouver Sexologie et mensonges et puis la marche rouge sur votre site internet. Je mets le lien ici. Oui, est-ce qu'on peut le commander directement depuis votre site oui, internet? Bien sûr. Voilà, dans le livre. Et puis. Alors, se tenir au courant également des conférences que je vais faire. Je vais faire une conférence à Nice à la fin du mois de mai. Je vais faire, on va pouvoir, j'ai eu beaucoup de difficultés ces dernières années à tenir un agenda un peu qui tienne la route. Là, tout ça, j'ai des amis qui m'aident à mettre tout ça en ordre. On va pouvoir me suivre là. Donc, je vais aller à Rouen, je vais aller à Nice, je vais aller à Lausanne, je vais aller à Carcassonne. Je me déplace beaucoup. Oui, merci beaucoup d'aller à la rencontre des citoyens et puis de permettre qu'ils soient au courant. Au fond, votre livre-là permet aussi que de nombreuses personnes puissent aborder les travaux de Judith Reisman sans avoir besoin de scoltiner l'ensemble des milliers de pages et de milliers de preuves. Voilà, exactement. C'était le but. Avec un côté léger et au fond presque romancé, on pourrait dire, de sa vie et un style. Rendu vivant en tout cas. Il y a rien d'inventé, mais voilà. Quand je raconte nos aventures à Zagreb, c'est pas piquer des verres. Alors je peux vous dire un truc sympa sur Judith. Bon, elle était d'ascendance juive polonaise. Hein. J'ai remonté jusqu'à son arrière-grand-père, donc j'ai à peu près situé à quel moment son grand-père et sa grand-mère se sont connus et mariés à Varsovie. Ensuite, ils sont partis, ils sont arrivés jusqu'en Amérique. Donc les deux parents de Judith Reisman étaient américains. Ce sont des natifs américains. Elle était native américaine, c'était des natifs américains. Communistes, juifs communistes, mais alors, il fêtait le camarade Staline et tout. Elle est morte chrétienne. Elle est morte chrétienne. Je l'ai vue se convertir sous mes yeux. Mais vous savez comment elle a fait? Quand elle a vu le diable, elle a dit c'est pas lui qui a créé le monde. Elle s'est inclinée. Incroyable. Et alors, comme elle a
comme toutes ces valeurs d'humanisme et de courage, elle les a tenues de ses parents, elle est la seule personne dont je peux dire que les valeurs judéo-chrétiennes, là, ça a un sens. Parce qu'elle était la synthèse des valeurs que lui ont transmises ses parents, et c'est clair, elle avait une adoration pour ses parents, une adoration pour ses parents, qui lui ont tout légué, qui lui ont tout appris, sauf Dieu, et Dieu, elle l'a trouvé. Et moi, j'ai prié avec elle, mais plein de fois, plein de fois. Bah, merci pour tous ces partages, Marion Sigou. Merci beaucoup pour votre travail et pour cette capacité à faire rejoindre la petite histoire, les biographies, les histoires des petites gens, mais aussi des enfants, de tous ces noms que vous avez cités, de gens qui ont disparu, et puis de les faire réapparaître et de dire cette petite histoire rejoint une grande histoire qui se poursuit maintenant, mais qui a une généalogie bien plus profonde et bien plus loin, depuis Gilles de Rais à peut-être bien avant. Et on voit derrière la couverture de votre livre Sexologie et mensonges, on voit des gens en perruque, des rois, des reines, des conseillers. Donc on se dit tiens, ça doit pas être complètement nouveau cette histoire de sexologie et de mensonges. Et donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ces ouvrages et puis à les propager autour, parce que je crois que une fois que tout le monde est au courant, ça s'arrête. Le système fonctionne depuis le début par le mensonge. Tout ça fonctionne par le mensonge. Dès que la vérité commence à poindre, ils sont perdus. Ils ont perdu. Toutes ces années, on n'a jamais su. Maintenant, on commence à savoir. Et on ne fait que lever le voile. C'est atroce. Attendez-vous au pire, c'est atroce. Quand j'ai découvert ça, j'ai perdu le sommeil. Je l'ai retrouvé, j'ai perdu le sommeil. Et pas que moi. Le roi Louis XIV, quand il a découvert ce qu'il y avait derrière l'affaire des poisons, il a perdu le boire et le manger. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais... Ouais. Grand merci. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci Louis, merci beaucoup. Consultez le site pour retrouver les ouvrages de Marion. Très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.